Bonjour et bienvenue à votre émission Qu'en pensez-vous? Votre émission d'actualité où on décortique, on analyse, on donne notre opinion et on réfléchit ensemble sur l'actualité de la semaine. Avec moi, comme toujours, un panéliste de qualité. Et cette semaine, la qualité est au rendez-vous encore. Avec M. Jules Simard. Salut! Ça va bien? Oui, on commence à avoir, semblerait-il, un hiver. Ben Depuis quelques jours. Ça fait qu'on va voir ce que ça va nous donner. Oui, je pensais qu'il allait avoir un petit redout, tu sais, une petite semaine un peu plus chaude. On dirait qu'on n'aura pas ça. Mais habituellement, on a ça au début d'octobre, hein, avec ce qu'on appelle le fameux été des Indiens. Mais sais-tu que l'été des Indiens a été long? Oui, on l'a probablement eu cet été. Jusqu'à peu près, oui, puis jusqu'au 15 d'octobre, on a eu quand même une température pas si tant pire. Mais à partir depuis quand même quelques semaines, justement, là, on sent que l'hiver veut s'en venir. On chauffe le poêle à bois. On va être obligé. Ouais. Donc, plein d'actualités cette semaine. Es-tu prêt à te lancer là-dedans? On va commencer, cher ami. Bon, on commence par un petit bilan. On arrive à la première année des élections municipales. Je voudrais connaître ton bilan. Quel bilan tu fais de l'administration de Pascal Cloutier et Adelbault-Mistassini depuis la dernière année? Là? Comment tu juges leur travail? Étant donné qu'il y a beaucoup de ténors, de gens qui avaient de l'expérience, qui ont quitté l'ancien conseil municipal, on arrivait avec beaucoup de nouveaux. Quand même des gens qui avaient une expérience, mais pas nécessairement de l'expérience dans la politique municipale. Comment tu qualifierais cette année-là, cette première année du mandat de Pascal Cloutier à la tête d'Adelbault-Mistassini? Quand on discute avec les conseillers et les conseillères, et quand on discute aussi avec le maire, ce qui nous ramène, c'est l'aspect suivant. Il y a un esprit de collaboration au sein du conseil que ça faisait un certain temps qu'on avait peut-être oublié ou qu'on avait peut-être moins. C'est sûr que quand tu es en séance publique, on voit une forme d'unanimité habituellement au sein d'un conseil. C'est exact. C'est-à-dire que les décisions qui sont prises ont fait l'objet de discussions bien avant ça. Et ce qu'on nous soulignait, c'est que dans l'ancien conseil, on avait quand même des bonnes prises de position. Il semble y avoir dans ce conseil-ci une forme de ligne directrice où on recherche le consensus sur les décisions au lieu de chercher l'affrontement. Ouais. OK? Ce qui fait en sorte que ça amène au sein du conseil un travail beaucoup plus agréable et peut-être aussi beaucoup plus productif. Ouais. C'est-à-dire que, regarde, si tu regardes, parce que quand on regarde certains dossiers qui ont abouti en cours d'année, dont le fameux dossier, entre autres, de la route de Vauvert, ouais. OK? Peu importe la façon dont on a réussi à trouver enfin du financement pour pouvoir le réaliser, mais ça a permis de faire, oui, je pense, le fait que le conseil soit pousse dans la même direction, si je peux m'exprimer ainsi, ça permet de faire en sorte que les dossiers aboutissent peut-être plus rapidement sur la table. Donc, ce que je pourrais dire, c'est, moi, je pense que c'est le climat qui a été mis au niveau du conseil municipal, un climat où on cherche à avoir non pas l'affrontement, mais beaucoup plus l'avancement de la municipalité au complet et de faire en sorte qu'on recherche donc les consensus sur les décisions au lieu de chercher encore une fois l'affrontement. C'est peut-être ce qui me fait le plus remarquer. Et ça origine aussi peut-être du fait que, oui, il y a à la table du conseil quand même une autre génération aussi, oui, okay, que la nôtre, là, que la mienne. Que la tienne. Je m'excuse. On n'a pas tout à fait le même âge. Je m'excuse, mais ça amène, bon, non pas que la nouvelle génération va être peut-être nécessairement mieux que la mienne, c'est pas dans ce sens-là que je vais l'amener, mais ça amène des visions. C'est ça, des visions différentes et ça permet d'en arriver. Moi, c'est ce qui ressort. Mais ça, c'est la perception quand tu me dis, quand on parle aux conseillers ou aux maires, mais comme citoyen. Parce qu'il y a quand même eu des dossiers où on peut se poser la question. Là. Tu sais, bon, on sait, entre autres, le belvédère qu'il y avait proche du pont. Il y a eu des dossiers peut-être plus chauds, où il y a eu quand même quelques contestations. Mais toi, tu continues à dire qu'en général, c'est une bonne année. Là. Oui, globalement, oui. J'ai pas de tu sais, tu n'as pas de critique. Les jeunes, pas les jeunes, mais le conseil municipal a amené à cause de cette recherche de consensus-là,
a amené, je pense, aussi toute la population à se dire, bah, c'est pas si mal, on réussit à s'en sortir. La réputation de la ville de Dolbeau-Mistassini à l'échelle régionale, c'est non seulement maintenu, mais à beaucoup d'égards, on a fait preuve d'une forme de leadership sur certains éléments. Donc, pour la population, en fait, moi, là, comme payeur de taxes, ce que je me dis, c'est que oui, je suis globalement satisfait tant du climat qu'il existe au sein du conseil municipal que de la façon dont on gère la chose publique. Les décisions qui ont été prises. Non, et si je t'amène maintenant dans une autre municipalité, là, on ne fera pas nécessairement le tour des municipalités, mais une que ça a brassé plus, mettons Ville-Saguenay. Parce que là, ça fait 1 an aussi pour Mme Josée Néron. Là, c'était plus difficile. Là, on passait d'un règne qui avait duré 20 ans à autre chose. On a voulu changer. Ça a coûté beaucoup de sous, les bris de contrat, plein de choses. Comment tu analyses la première année de gouvernance à la mairie de Josée Néron et de son conseil municipal? Ce qu'elle a cherché à mettre de l'avant, c'est effectivement une vision différente d'aborder au lieu de dire « je suis celui qui pense que le citoyen a besoin de telle affaire, donc voilà ce qu'il y en a ». Elle a plutôt regardé de quelle façon l'ensemble de la collectivité ou des groupes qui sont dans la municipalité peuvent avoir satisfaction par rapport à des intérêts qu'ils ont, mais par rapport aussi au bien commun. Ouais. Je pense que ça l'a guidé dans l'ensemble de ses décisions. Il y a eu toute la saga de développement Saguenay, promotion Saguenay, qui, n'est pas encore tout à fait terminée, là. On change beaucoup de tête à plusieurs moments. Ouais. Je pense que faire confiance à Denis Lemieux, c'est oui, bien là, c'est ça qui fait en sorte que au niveau de ça, on se dit, c'est quoi exactement qu'on cherche à avoir? Est-ce que c'est pas l'abolition tout simplement de l'organisme et de la création d'un autre qui pourrait être, qui pourrait être l'objet d'une décision à apporter? En tout cas, on n'est pas dans ces souliers-là, mais ça l'a peut-être amené certaines tâches là, sur l'administration. Le dossier des bacs bruns, exact. Il y en a beaucoup, là, des dossiers. Là, on en parlait tantôt, mais là, le patrimoine, avec ce qui se passe avec la Maison Bossé, etc. C'est des gros dossiers. Le déficit aussi, parce que là, on parle encore d'une hausse de taxes. Les citoyens sont, en général, on veut tout le temps payer moins puis avoir plus de services, maintenant, la question c'est intéressant de regarder la question de la hausse ou de la baisse de taxes ou du gel des comptes de taxes. Quand tu gèles le compte de taxes d'une municipalité sur un certain nombre d'années, pendant un certain nombre d'années, ce qui fait en sorte, c'est que soit que tu as une baisse dans tes services ou que tu as une baisse de qualité dans les services, ou encore que tu as effectivement l'abolition de certains types de services. Je ne te dis pas que c'est tout ça qui s'est passé là, à Ville-Saguenay ou encore même dans des municipalités. La question de la baisse de taxes, là, ça a une conséquence directe pour le contribuable. C'est que oui, il voit qu'il coûte moins cher, peut-être, mais attends, il y a quand même des trucs là, qui se passent pour que tu aies la même facture. Mais ça a un effet sur des services que tu as. Est-ce que ce sont des services que toi, tu utilisais? Peut-être pas, là, mais ça l'a quand même. Donc, je pense qu'il faut faire attention à ces discours, OK, de baisse de taxes. Par contre, une augmentation du compte de taxes relié à une mauvaise administration sur certains types de dossiers, ça, c'est inacceptable, OK? Et ça se doit d'être dénoncé. Je ne te dis pas que c'est ça qui se passe, là, mais ça se doit d'être dénoncé. Et, on a quand même eu je te fais référence au milieu des années 70 dans le secteur de Dolbeau-Mistassini, quand on a été sous la tutelle, OK? Il y a eu, à un certain moment donné, quand la tutelle est arrivée, la commission municipale est arrivée dans le décor, puis elle a dit c'est nous autres qui prenons le contrôle de la ville. Tu sais, la ville, là, t'es parti de 80 sous du 100 $ d'évaluation à 1,40 $ l'année d'après. Là. Ça démontre quoi? Ça démontre que, oui, ton administration, peut-être que tu n'augmentais pas peut-être ton compte de taxes beaucoup, là,
Donc, à un moment donné, ça prend des sous là, pour... À un moment donné, c'est ça, pour être capable de payer les choses. Alors, c'est pour ça que je te dis que on ne peut pas juste juger sur la question d'une augmentation ou d'une baisse ou d'un gel de compte de taxe. Ce n'est pas nécessairement sur cet élément-là que l'on peut voir. Je pense qu'on peut voir sur le type de réalisation. Quand l'aura de la municipalité bénéficie au niveau des décisions de prise, ben, je pense que ça a le coût que ça coûte, mais ça a surtout une fierté d'être dans sa municipalité parce qu'on se dit, bon, mais tel élément a été intéressant. Revenons un peu à Dolbeau-Mistassini. Il y a eu un changement cette année, on le sait. Dolbeau-Mistassini ont été les précurseurs pour dire que l'Halloween cette année, ça reste le 31 octobre, mais que les enfants allaient passer l'Halloween le vendredi précédent, donc le 26. C'est ça, le dernier vendredi du mois d'octobre. Ouais, parce que ça aide des parents, etc. Comment ça s'est passé l'expérience? Est-ce que tu étais sur le terrain? Est-ce que tu as vu? Je n'ai pas été voir le vendredi là, en ce moment, mais ce qu'on me dit, c'est qu'il y a effectivement eu tout près de 1000 personnes qui se sont présentées à l'Hôtel de Ville pour participer à l'événement. Je dois te dire en affaire, ça, c'est un très bon succès. Il y avait Pascal Cloutier qui disait que jamais il a été aussi interrogé par les médias régionaux sur cette question-là. C'est effectivement... Je pense que c'est intéressant à plusieurs... Parce qu'il y a plein d'autres municipalités qui vont le faire et qui vont peut-être regarder dans la prochaine. Sais-tu qu'est-ce que c'est? L'Halloween, c'est quand même une fête américaine. Hein? Au départ, oui, c'est les États-Unis. C'est les États-Unis qui ont... Sais-tu que c'est une façon de québéciser la fête de l'Halloween, de dire, bon, ben oui, je suis correct, c'est le 31, là, mais le 31 serait peut-être le fun. Puis ensuite, pourquoi Dolbeau-Mistassini a aussi été dans ce sens-là, c'est qu'il y a la commission scolaire, dans les écoles, le fête, un peu justement, parce que le mercredi, ça ne donne rien. C'est une fête pour les enfants. Exactement. Et ça permet, et il y a eu quand même une activité intéressante, je pense, qui s'est faite là, à Dolbeau-Mistassini là-dessus. Et ça a fait en sorte que des jeunes... Mais je me souviens toujours de la première question. D'ailleurs, j'avais fait mon reportage quand ça a été redécidé au niveau de la ville. En février dernier, la jeune qui avait posé une question dans le cadre d'une activité scolaire, mais à l'Hôtel de Ville, où il visitait l'Hôtel de Ville. Et le soir, il y avait une séance du conseil. Et la jeune avait demandé à M. le maire, très officiellement, Monsieur le maire, est-ce que la Ville ne pourrait pas faire en sorte que l'Halloween se fête le vendredi au lieu de sur semaine? Et 9 mois, pas 9 mois, j'allais un accouchement, ça. 7 mois après, effectivement, le Conseil de Ville avait dit, bon, ben oui, nous décrétons que la fête de l'Halloween va se fêter toujours le 31 octobre, mais ça va se faire. Moi, je trouve ça intéressant. Tu sais, ça fait partie de décisions qui originent, d'un conseil relativement jeune, OK? C'est pas... Moi, ma fille, elle va en avoir là, un bébé, et mon garçon a aussi là, des bébés. Alors, là, ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas mes enfants à moi là, qui passent l'Halloween, c'est les enfants de mes enfants là, qui passent l'Halloween. Alors, ce conseil-là, lui, ils ont des enfants qui passent l'Halloween. Et ça paraît, exactement, tu comprends? Ça amène des préoccupations, entre guillemets, modernes, qui sont décidées et ça se rejaillit quand même sur nous. C'est un peu ce que je voulais dire par l'analyse qu'on a faite des décisions du Conseil. OK. Donc, à refaire l'an prochain, on va suivre ça de près. Maintenant, la ville de Dolbeau-Mistassini a décidé de donner, on a parlé il y a quelques semaines là, que Domici avait un projet qui coûtait, je ne me rappelle plus combien. Là, mais 3 millions, c'est vraiment méfié. La ville a décidé de donner 100 000 $, donc on est loin du compte, à Domiski pour son projet. Non, pas pour le projet. Non? Pour l'opération d'une année. OK. Et cette année-ci. OK? Alors, il en coûte à peu près, selon le budget qui a été déposé par la Corporation de Domiski, il en coûte environ 250 000 $ cette année pour opérer le centre Domiski. Okay. Or, 250 000 $, ils ont des revenus habituellement de 150 000 $. Donc, il y avait donc un manque à gagner de 100 000 $ annuellement. OK?
la Ville donnait environ 35 000 pas environ, elle donnait 35 000 pour aider l'organisme à démarrer ses activités et elle accordait, à la fin de l'année, un autre 40 000 pour pouvoir faire en sorte qu'on payait le déficit, pour pas que tu recommences avec un déficit. Or, ça représentait 75 000 en fin de compte, le municipal. Or, elle le donnait à la fin de l'année. Pendant toute l'année, les gestionnaires, là, j'ai déjà connu ça quand j'étais dans certains types d'organisations, à chaque année, là, le jeudi, là, tu dis comment je vais payer mon personnel cette semaine? J'ai pas de cash. J'ai pas de cash, ma marge de crédit est pleine, j'ai pas de cash. Alors, ça permet, avec le 100 000 qui vient d'être accordé, là, la municipalité dit, vous nous présentez un budget qui représente donc 250 000 avec 150 000 de revenus. Ce que nous allons vous le donner, puis nous allons vous le donner tout de suite. Okay. 100 000 au lieu d'attendre la fin de l'année. Vous n'aurez rien à la fin de l'année. Non, ils n'en auront plus. Là. Ils vont donner le 100 000 tout de suite. Alors, ça va permettre à l'organisme, oui, d'être capable de sauver de l'argent sur ses opérations. 2, ça va lui permettre d'avoir un personnel un peu plus présent sur place pour pouvoir être en mesure d'ouvrir le centre. Non, et il ne faut pas oublier que le centre, c'est le centre plein air maintenant qu'on appelle Domiski. Ouais. Il est opéré 4 saisons sur 4. Oui, c'est ça. Maintenant, ils ont développé vraiment. Or, ça veut dire que ça tient compte de ça, là, aussi, les prévisions budgétaires qui ont été accordées. Et ça va donc permettre de mettre de l'avant certains types d'activités complémentaires, donc à ouvrir. Et Dave Lamontagne, le directeur du centre, là, donc, me disait que cette année, entre autres, ils vont chercher tout le milieu scolaire avec des classes blanches, OK, qui vont se tenir au centre de Domiski. Alors ça permet de pouvoir aller chercher une nouvelle clientèle. Oui, tu vas payer, ils vont payer pour venir, là, mais c'est ça qu'il veut essayer d'amener. Le fait que tu n'aies pas la préoccupation hebdomadaire de te dire « Je vais avoir assez d'argent pour payer mon monde cette semaine ». Donc, ce temps-là que tu perds à essayer de trouver ça, là, tu le sers en termes de développement et ça te permet d'aller chercher ces nouveaux types de marchés-là qui se font. Excuse-moi. C'est donc au niveau des opérations que le 100 000 va être utilisé. Et est-ce qu'il va revenir année après année? On va voir qu'est-ce qu'il y en a cette année. On va voir la gestion. Exactement. Si tu comprends, si les revenus passent de 150 000 à 175 000, puis tu as à peu près le même budget d'opération l'année prochaine, bien ça veut donc dire que la Ville, c'est plus 100 000 qu'elle va pouvoir donner, c'est peut-être 75 000, parce que là, tu t'assures qu'il y ait des nouveaux revenus qui sont entrés. Je pense que c'est une décision intéressante et ça permet à un organisme qui est géré, il ne faut pas oublier par des bénévoles, d'avoir, oui, maintenant, une préoccupation de divertissement et Ils peuvent se concentrer sur vraiment leurs activités plutôt que de penser toujours à comment on essayer de trouver de l'argent pour pouvoir les réaliser. Et ça, je pense que c'est un bon... On peut se dire, regarde, encore, tu as eu le même phénomène avec quand ils ont sauvé... quand ça a été sauvé Centre civique des Jardins, OK? Quand on a, la municipalité a dit, correct, à cette heure-là, ce qui est la grosse dépense là, qui fait en sorte qu'à chaque année, on se ramassait avec des déficits, c'est l'électricité. Puis l'électricité, bien, Hydro-Québec non plus attend pas, quand tu ne payes pas, ils te coupent. Je ne sais pas, ça t'es-tu déjà arrivé? Non, mais j'ai eu beaucoup de problèmes de même à aider du temps où j'étais attaché politique avec des gens qui se faisaient couper. Habituellement, ils ne sont pas supposés couper en hiver, mais dès que le printemps se présente la face, ça coupe. Alors, tu sais, il y avait des gens, ils n'étaient pas en mesure de pouvoir payer leur... je ne te parle pas de fraude, là. Donc, tu es obligé d'intervenir là-dessus. Mais juste pour indiquer que la municipalité avait dit « OK, c'est correct, maintenant, la facture d'électricité, c'est nous qui la prenons. » Alors, ça permet au centre civique de se dire « OK, notre préoccupation de la grosse dépense est maintenant là. À cette heure, quand on fera une activité, on va s'organiser pour qu'elle soit rentable, puis on va s'organiser pour faire nos frais avec l'activité qui est tenue. » Alors ça permet donc beaucoup plus d'avoir... Une meilleure gestion. Oui, et une gestion aussi responsable. Même si on se dit, tu sais, il y a une bonne partie de la facture que je n'ai pas à payer, mais
Et que collectivement, on la paye tous là-dessus. Mais ça permet. Et le maire disait aussi, que ce soit avec Domiski ou encore avec le Centre civique, on est dans une orientation de travail au niveau du conseil de ville qui fait en sorte qu'on se dit, qu'est-ce qu'on fait pour assurer notre personnel, les gens qui viennent travailler ici, de rester ici? Et ça, c'est des moyens qui sont utilisés par la municipalité pour permettre, oui, de dire, bon, bien, il y a une qualité de vie et on a un ensemble de services qui peuvent être offerts à la population qui peut rester là-dessus. Alors, ça s'inscrit dans ces contextes-là. Je sais bien que j'ai de l'air à être le plus grand encenseur de ce conseil de ville-là, mais en ce qui regarde ce genre de décision-là, je pense qu'il faut se dire que oui, ça s'inscrit dans une logique d'intervention. Puis on vit en long terme aussi, j'aime ça. On retourne à Saguenay. Je veux qu'on parle de patrimoine. Démolition de la maison Bossé. C'était un peu inévitable depuis qu'on avait permis la démolition juste avant de l'autre maison patrimoniale qui était démolie pour permettre la construction du centre, du nom du centre. Là. Et puis, mais tout ça ramène la question du patrimoine parce qu'une fois que tu en détruis une, il y a un nouveau bâtiment qui entoure l'autre, je veux dire, ça devient inévitable. Comment on doit garder notre patrimoine? Parce que j'écoutais en fait les gens qui disaient on a tout fait pour tenter de sauver ça, mais là, il n'y a personne qui veut l'acheter, il n'y a personne qui veut la rénover, il n'y a personne qui veut faire de quoi avec. On fait quoi avec ces bâtiments-là? On ne peut pas tout garder parce que c'est patrimonial, puis en même temps, c'est important de garder nos édifices patrimoniaux parce que ça véhicule notre histoire, notre passé. Moi, je pense toujours quand tu vas à Charlevoix, là, à Baie-Saint-Paul, comment ils ont bien entretenu leur patrimoine bâti, puis comment c'est beau. Bon, on y va pour ça. Pourquoi ici, on n'est pas capable de faire ça? Il y a le coût. 2, parce que j'ai en tête, là, j'ai en tête Juvénat, j'ai en tête, on a parlé de Pointe-Racine à un moment donné, mais là, ça ne fait pas nécessairement du patrimoine, là, mais oui, ça en est une forme. Mais j'ai en tête, donc, où on essaye de trouver des nouvelles vocations. Il faut que, oui, le patrimoine bâti, il faut le conserver. Regarde ce qui s'est passé à Saint-Stanislas avec l'Église. On a converti l'Église. Est-ce que les activités qui sont mises de l'avant font en sorte que l'on réussit à assurer la survie de leur... Parce que garder un bâtiment de main, ça coûte aussi de l'argent pour l'entretenir et tout ça. Bon, peut-être pas. Je sais qu'il y a beaucoup de débats qui se font là-dessus, mais la municipalité a fait un move de se dire on essaie de conserver l'Église au lieu qu'elle se détériore. C'est plus un lieu, c'est encore un lieu où tu peux aller faire ta religion, mais c'est beaucoup plus actif. Tu peux faire de l'escalade. Exact. Alors, tu comprends que ce genre d'activité-là, ça permet... mais je pense qu'il faut arrêter de se dire nous avons un édifice patrimonial que nous allons rentabiliser et qui nous coûtera quasiment rien. Parce que voilà. Ça, là, si tu veux faire une conservation de politique patrimoniale, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu te dises je m'engage à mettre un budget annuel d'opération. Et ça, cette volonté-là ne semble pas. Les lois, d'ailleurs, sur la conservation du patrimoine bâti, ne nous permettent pas non plus de dire, oui, les lois et l'aide financière qui est accordée ne permet pas de dire, oui, tu peux faire une mise à jour, comme on dit, ou encore une mise aux normes de ton bâtiment avec ça, mais pas nécessairement une opération d'une activité là, à l'intérieur qui est peut-être différente. Je pense qu'il faut regarder ça dans ce sens-là. Est-ce que ça se doit de s'analyser à la pièce? Est-ce que l'édifice est reconnu ou pas? Je te dirais qu'ici, nous, on a un étable au niveau du monastère de l'ancien monastère de Pétrapis qui est reconnu comme un monument historique. Il ne se passe rien dessus. Non. Hein? Tu peux même pas tu peux pas le défaire. La refaire, ça va te coûter une fortune. Oui, c'est tout le temps et ça. Son utilisation, donc tu le laisses dépérir. Moi, je comprends les gens qui disent qu'il ne faut pas que ça se démolisse. Je comprends. Mais entre le dire et là, faire, je veux dire, ça prend de l'argent aussi. Là, je pense que tout le débat est effectivement là. Est-ce
on n'aurait pas une politique nationale peut-être. Tu sais, il existe quelque chose sur le patrimoine religieux. OK, il y a un programme qui existe. Les églises ferment pareil. Ben, exact. Pourquoi? Tu sais, je veux dire, quand tu n'as personne qui va dans l'église, tu te dis pourquoi, là, je le conserve, pourquoi, là? Ouais. Pourquoi? En tout cas, je pense qu'il faut se poser la question en tant que citoyen, mais en tant que communauté aussi. Oui. Parce que oui, on a besoin d'avoir des repères historiques et le patrimoine bâti est fort probablement un des meilleurs, parce que visuellement, tu le vois quotidiennement dans ta collectivité. Je pense que tout le monde s'entend pour dire « Ouais, ben, c'est intéressant qu'on le garde ». Là, c'est quand tu leur dis « Ben voilà, la facture, vous la gardez, c'est ça. » Oui, c'est ça. Là, ça crée d'autres mécontents. C'est ça. Tout le monde a un peu raison là-dedans. Là. Exact. OK, génial. Produits forestiers résolus qui vont tenir une journée porte ouverte le 10 novembre. J'étais surpris d'entendre ça, mais je pense que c'est leur 11 établissements. Oui, les usines. Peu importe. Partout dans la région pour promouvoir, en fait, montrer ce qu'ils font, valoriser le travail et aussi, je pense, il y a un souci de recrutement parce qu'il manque de main-d'œuvre. Exact. Je trouve que c'est une idée intéressante. On peut même partir, réserver puis monter sur les territoires de coupe pour aller voir. Je trouve que c'est une belle idée. J'ai pas toujours été je les ai souvent pourfendus pour des décisions, mais là, je trouve que c'est vraiment une excellente idée. Je pense, je disais que aussi l'aspect qui se relève aussi là-dessus, puis je dois juste, je m'excuse, c'est l'émission, va être faite après va être diffusée après notre enregistrement. Mais je vais effectivement communiquer à moi avec la direction. L'idée première, c'est de faire en sorte que on puisse montrer qu'est-ce qui se passe et quels sont les besoins en main-d'œuvre que nous avons. Oui, exact. Et aujourd'hui, tu comprends? Ouais. Ça, c'est une façon de pouvoir le démontrer directement, qu'est-ce qu'il y en a, mais c'est surtout aussi parce que, oui, on a un véritable problème de main-d'œuvre dans nos scieries et dans nos usines dans la région. Et ça permet de dire, ben voilà, aujourd'hui, tu sais, le travail est ceci, les conditions salariales sont ceci, ça permet aussi de pouvoir être en mesure d'exprimer exactement puis d'aider à rechercher la question du personnel. Et au niveau de la population, oui, les nouvelles pratiques d'opérations forestières, les nouvelles pratiques aussi en usine, font en sorte que on a, semblerait-il, la meilleure préoccupation au niveau environnemental, ce qui est le cas. D'ailleurs, la loi l'oblige aussi d'avoir une préoccupation à ce niveau-là. Et aussi, qu'est-ce que ça sert et qui on dessert aussi avec l'industrie forestière. Oui, c'est une bonne idée et ça permet à la population directement de le voir. Génial. Hâte de voir ce que ça va donner. On va sûrement revenir là-dessus. Pour le moment, nous, on s'arrête quelques instants pour la pause et on revient tout de suite après avec la suite de l'actualité. Merci. Épargne Placement Québec présente le risque selon Ginette. Depuis toujours, Ginette aime prendre des risques. Parfois calculés et parfois pas. Mais lorsqu'elle a voulu s'assurer d'une retraite excitante, Ginette n'a pris aucun risque. Elle a épargné avec le REER d'Épargne Placement Québec et ses produits garantis à 100%. Réalisez vous aussi votre projet. Communiquez avec l'un de nos agents d'investissement. Ça aurait été bien plus facile de faire comme si j'avais rien vu. De continuer à marcher dans le corridor. Tu tournes la tête. Me cacher derrière l'écran. De rire avec les autres. Les excuses, pas ce qui manque. C'est pas mon problème. Je suis pas un stou. Ça aurait été bien plus facile de me défiler. De rien faire. Mais j'ai décidé d'agir. J'ai dit, arrête, stop. C'est assez. J'ai dit ça va. Veux-tu en parler? Parce qu'ensemble, Ensemble, on est plus fort que l'intimidation. Épargne Placement Québec présente le risque selon Simon. Sans même s'en rendre compte, Simon prend des risques. Des petits et des gros. Mais lorsqu'il a voulu se construire un atelier de sculpture, Simon n'a pris aucun risque. Il a épargné avec le CELI d'Épargne Placement Québec et ses produits garantis à 100%. Réalisez vous aussi votre projet. Communiquez avec l'un de nos agents d'investissement.
On est de retour avec la suite de l'actualité. Moi-même, Pierre Turcotte, en compagnie de Jules Simard. Bon, une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Je veux dire, moi, j'aime toujours ça quand on reconnaît le travail des gens. Karine Trudel, députée fédérale du NPD de Jonquière, est en nomination. Elle n'a pas gagné, mais quand même une nomination comme parlementaire de l'année. Il faut savoir que ça, c'est les pairs. Donc, c'est les parlementaires qui votent. C'est quand même une belle affaire, je trouve. Puis on le voit dans son travail, tu sais. Moi, je trouve qu'elle transcende son parti. C'est qu'on la voit comme députée, elle est là, elle est présente. Elle fait son travail de députée, Elle fait son travail de députée. Au-delà du parti. Exact. Elle est présente tout le temps, en chambre, dans les médias, elle prend position. Je veux lui dire un bravo et j'espère que ce serait le fun d'avoir une parlementaire de l'année dans la région. Je discutais dernièrement, oui, Karine Trudel, on le sait qu'elle nous fait je pense qu'elle fait un travail honnête de députée. Et très honnête de députée, c'est-à-dire qu'elle est non seulement présente, mais les préoccupations de ses citoyens qui se discutent au niveau fédéral, ça permet de faire en sorte que, oui, et quand c'est le temps de revoter, OK, à une autre élection, tu votes maintenant pas juste pour le parti ou une candidate, tu votes pour la personne. Et tu as eu ce phénomène-là aussi lors de la dernière élection provinciale, avec entre autres Sylvain Gaudreau. Oui, clairement. Sylvain Gaudreau, oui, il a réussi à passer et il a bien passé parce que lui aussi, il assure une présence dans son comté auprès des préoccupations des gens. Pour avoir discuté avec lui dernièrement, là, tu sais, quand il a réussi à faire en sorte que les gens qui ont été floués, entre autres au niveau de leur fonds de pension, puis ces choses-là, OK, et qui ont été... par le travail de Sylvain Gaudreau, il y avait des travailleurs de l'action énormément, Sylvain Gaudreau, de la part des autres pour aider à le faire. Alors, tu comprends ce genre de... Et ça existe lorsque tu as une deuxième élection. Lui, ça fait 4 élections, Sylvain Gaudreau, mais lorsque tu es à ta deuxième élection ou que tu te représentes, là, les gens votent, oui, pour le parti, mais vote aussi pour le ou la candidate. Et là, ça devient beaucoup plus difficile, même si tu as des vagues, comme on a connu à la dernière élection, ça permet de dire, oui, moi, je le garde, puis je le maintiens. Parce que même si elle est dans l'opposition, elle fait un bon travail. Exactement. Et non seulement ça, c'est que la préoccupation des électeurs, tu sais, c'est bien beau dire... tu sais, C.A. Gauthier, là, on le connaissait là, ici dans le comté, là, parce que si tu avais un problème avec le chômage, tu allais le voir. Tu n'allais pas voir le fonctionnaire pour essayer de le régler. Tu allais voir C.A. Gauthier qui, lui, avait ses contacts. Alors ça, là, ce genre de travail-là, où tu prends la préoccupation des gens puis que tu les amènes, ça a des répercussions et on va voter pour toi. Après, parce que non, on veut te garder, parce que oui, tu nous représentes et tu nous aides. Et c'est dans ce sens-là que, tu sais, c'est pas injuste parce qu'on vote pour le pouvoir parce qu'on va avoir de l'argent. Ça, là, de plus en plus, ce phénomène-là est moins apparent. On va voir ça, on va lui souhaiter bonne chance et surtout bravo, hein, et bon travail. Grosse nouvelle aussi, Mastoyache va s'agrandir, va gagner 10 % de son territoire. C'est quand même une... Hey, je ne l'ai pas vu, celle-là. Tu l'as pas vu? Explique-moi ça. Eux, il y avait eu un conflit un peu avec Robert Val. Oui. Bon, il y avait récupéré des terres agricoles. Oui. Là, on a changé, en fait, le zonage. Ce ne sont plus des terres agricoles, ça devient des terres de la couronne. Et là, il reste juste une étape, donc, pour transférer ces terres-là à Mastoyache, qui semble être une formalité. Et Mastoyache va pouvoir donc agrandir, va gagner 10 % de son territoire. Son territoire va s'agrandir de 10 % et il veut se servir de ce nouveau territoire-là, entre autres, pour développer des projets industriels, touristiques, peu importe. Je trouve que c'est une rare nouvelle parce que quand on connaît notre histoire du Québec, les territoires autochtones ont plus... Les réserves. Souvent, ont davantage rapetissé que se sont agrandis. Et je trouve que Mastoyache est une communauté qui s'est pris en main et puis qui se développe. Et puis moi, je trouve que c'est une belle nouvelle. Oui, ça s'inscrit aussi là, dans tout le débat, justement, des territoires autochtones.
OK? On le sait, si tu montes sur, comme on dit, le chemin nœud de la Domtar ou encore le chemin Beauwater, aujourd'hui, là, on est au pays de la Nistis, quelque chose, là. Je m'excuse de ne pas être capable de le prononcer comme il faut, mais c'est des territoires revendiqués de chasse et de pêche, naturellement, par les Autochtones. Et on le fait et on le remarque, et ça fait partie de négociations qui existent à ce niveau-là. Ça, là, tout ce débat-là, OK, c'est depuis le début, la fin des années 90, où le ministre du temps avait créé, le ministre Chevrette avait amené une négociation effectivement un petit peu plus serrée sur la reconnaissance de certains droits, et non seulement la reconnaissance, mais la Cour suprême les reconnaissait tout le temps à minute ouest qu'extrêmement. Alors, c'était pour permettre effectivement de trouver des éléments d'entente et de solution sur une cohabitation qui doit être nécessaire dans les milieux. Alors, tout ce phénomène-là, avec, entre autres, l'agrandissement de la réserve, il ne faut pas oublier que les réserves demeurent quand même des réserves. Là. OK, il y a un ensemble de problématiques qui sont reliées à cela, mais ce n'est pas juste un territoire municipal. Hein? Non. Une réserve, là, c'est quand même beaucoup de choses. Or, c'est un baume au moment où on se parle sur tout ce conflit, pas ce conflit, mais toutes ces revendications qui sont nées par les Autochtones, des revendications qui sont, comme on dit souvent de fois, reconnues par la Cour suprême quasiment à tous les fois où ils s'en vont en cours. Alors, ça permet, oui, aux politiques maintenant de s'asseoir et de dire, bien, oui, ça ne fait pas juste l'affaire des avocats qui négocient là-dessus. Je pense que ça fait l'affaire aussi des collectivités. Ça leur permet de dire, ouais, on est en mesure. Parce que regarde tout le phénomène aussi qui existe avec dans le coin de Chibougamau, OK, avec les Autochtones qui ont réussi à avoir, bon, je sais pas, on va prendre le projet de la mine Stornoway. Quand on a tout fait les travaux pour pouvoir aller là, il y avait tant de personnes qui devaient être embauchées autochtones sur le show. Or, tu sais, ça se ramasse aussi. Ah, c'est sûr que toi, tu venais du Lac-Saint-Jean, tu essayais d'avoir un emploi, tu aurais eu un très bel emploi, le quota des emplois. C'est important de travailler avec les gens de la place, les gens qui sont proches de leur milieu. Moi, je suis pour l'achat local à tous les niveaux, donc l'embauche locale aussi. Donc, oui. Bon, parlons des projets miniers, je vais faire du pouce là-dessus. Le projet Métaux Blackrock a eu son rapport du BAP, un rapport qui dit, bon, tout ça c'est faisable, mais quand même, c'est pas le feu vert, là, avec l'autoroute en avant. Là. Il y a beaucoup de choses au niveau de l'environnement, au niveau de la rentabilité, au niveau de la construction de la pré-usine pour fournir le gaz naturel à l'usine. Donc, il y a beaucoup de questions qui restent, on ne sait pas là, comment ça va se passer, mais en tout cas, il semble que le projet est viable, mais qui deviendrait quand même un des plus gros pollueurs au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, il faut aussi regarder les coûts environnementaux et la possibilité d'embarquer dans la bourse du carbone et puis d'acheter des droits de polluer, si on veut. T'en penses quoi? On est-tu encore à développer ce genre d'usine-là ou on doit penser autrement, en fait, quand on pense au développement du secteur minier? Ouais. Bien, je pense que le développement du secteur minier va toujours avoir des conséquences, peu importe laquelle, là, sur la question environnementale. Déjà, on touchait un peu les redevances qui sont complètement absurdes là, pour les Oui, c'est ça. Mais oui, c'est ça. Je pense que tout développement à caractère minier, donc, a une conséquence écologique. Tu prends du matériel d'en bas, tu le mets en haut, puis tu n'en as pas nécessairement beaucoup que tu prends pour tout ce qui est enlevé. Là. Ça amène aussi toute la discussion du lac à Paul aussi, qui traîne aussi. Ils ont un problème. Ils ont deux types de problèmes. Là. Il y a aussi le problème de trouver l'argent pour pouvoir le faire. Mais là, dépendamment de ça, ces projets-là, moi, je pense que ce qu'on ne peut pas faire, en tout cas, c'est de dire non à tout projet à caractère minier. OK? On ne peut pas dire non à tout projet. Il faut qu'on regarde sa faisabilité, que l'on analyse, comme on fait là, quand même, que l'on analyse les conséquences. Et quand tu te ramasses avec un projet où
le coût environnemental ou le coût au niveau de l'acceptabilité sociale aussi est plus élevé que ce que ça va effectivement rapporter. Je pense que le nom doit être mis, NON doit être mis à ce moment-là, et de trouver d'autres solutions pour pouvoir être capable de l'exploiter, ou les conséquences écologiques ou environnementales, et au niveau de l'acceptabilité sociale. Et ça, la question de l'acceptabilité sociale va toujours doit demeurer et doit faire l'objet là, de toute discussion. Mais moi, quand je réfléchis à ça, je regarde ce qui se fait ailleurs. Là, puis il y a des pays où les redevances sont vraiment plus élevées que ce qu'on peut demander. Puis avec ces redevances-là, c'est là où on crée des fonds pour l'environnement, pour aider, pour garder, pour dépolluer. Donc, c'est à quelque part l'usine qui, elle, continue à faire des profits, peut-être un peu moins, mais ça reste que le sous-sol, là, ça appartient à tous les Québécois. Puis quand je regarde qu'on est à 2,5-3 % de redevances quand tu fais des profits, et là, ils ont plein de possibilités d'évasion fiscale pour ne pas déclarer de profit. Quand à d'autres endroits dans le monde, on est 25, 30, 40 % dans certains pays. Ça permet de développer. Moi, je pense au Botswana, qui est un pays africain, je pense en Scandinavie. Il y a des choses qui se font. Pourquoi on ne suit pas ces modèles-là? On reste à un modèle plutôt archaïque où on est toujours en train de regarder comment on peut développer quand il y a des solutions super simples, en fait, pour garder de l'acceptabilité sociale et puis protéger l'environnement. Mais je ne pense pas que ça soit juste la question des relevants qui puisse régler ça. Oui, ça a une partie importante. Il faut arrêter de vendre le fer à une scène la tonne dans le temps du Duplessis. Mais ce que je veux indiquer, c'est que c'est pas juste, je pense, la question des redevances qui doit... Oui, on a certainement avantage à avoir des projets rentables chez nous avec la question des redevances. Est-ce que, tu sais, la redevance, ça peut aussi se calculer par... oui, c'est correct, j'ai X pourcentage pour pouvoir aller chercher la matière, mais ça se calcule aussi au niveau des emplois créés, je pense, et le coût, ce que tu vas avoir comme salaire dans ces milieux-là. Ça a aussi une forme de redevance collective parce que l'employé... Tu sais, je pense que ça doit être aussi pris en compte. Oui, mais ça peut pas justifier... les sommes faramineuses ils font de l'argent beaucoup, là, ça reste, le minerai, il t'appartient à moi, à toi, à tous les Québécois. Là. Oui, mais les retombées sont quand même collectives. Non, mais c'est vrai que ça crée de l'emploi. Mais oui. Quand je regarde ce qui se passe au Botswana, qui se sont payés un système d'éducation et un système de santé top là, au niveau de l'Occident avec les redevances parce qu'ils ont travaillé avec ceux qui voulaient exploiter les diamants plutôt que leur dire « OK, bar open là, », comme on fait un peu ici là, à certains égards. Oui, bien, je te dis pas que ça l'a pas... je pense qu'à la question des redevances, oui, on a un élément à aller chercher relié à ça. Regarde, tu as même affaire pour la forêt. Hein? Oui. Tu sais ce que ça te coûte, comme on dit. Mais la forêt, c'est renouvelable. Tu sais, moi, je trouve que l'approche est différente. C'est une ressource qui est renouvelable. Oui, OK, mais il reste quand même que tu as un coût. La forêt nous appartient aussi. Oui. Avant d'appartenir à Résolu. Mais je suis d'accord avec toi que oui, les redevances, on a certainement avantage à les augmenter. Maintenant, jusqu'à quel point est-ce que, tu sais, peut-être qu'au Botswana, je ne sais pas, là, je ne connais pas la situation exacte, mais si, pour embaucher un mineur, ici, on lui donne 28 de l'heure et qu'au Botswana, on lui donne, en termes de dollars, 10 de l'heure, le coût de ta redevance, là, tu l'as aussi. Je pense que c'est ça qu'il faut regarder et analyser. Maintenant, oui, fort probablement que le coût de redevance doit être augmenté, mais on se doit de tenir compte. Il ne faut pas oublier que le Canada est le paradis fiscal des minières. Là. Oui. Là, oui. On a vraiment à réfléchir là-dessus. Là. On a des lois qui datent du 19e siècle. Oui. Là, Oui. OK. Il y a un autre bravo. Moi, j'aime ça donner des bravos. Frédéric Lavoie, auteur de La Région, qui a remporté le prix du gouverneur général pour son livre « Avant l'après, voyage à Cuba » avec George Orwell. Moi, j'aime bien cet auteur-là. J'avais lu Ukraine à fragmentation aussi. Il a des belles idées, une belle approche. Bon, je ne sais pas si tu as lu son... Malheureusement, son non. Mais, en tout cas,
à lire, mais surtout pour être fier, Oui, des auteurs quand- d'ici et oui. de la Peuplade, hein, qui est une maison d'édition québécoise et qui fait sa place maintenant partout dans la francophonie et qui gagne des prix, 2e prix du gouverneur général en 2 ans. Ben moi, je dois dire bravo. Je pense que notre santé littéraire au Québec est bonne et puis je suis ravi. Je voudrais le féliciter personnellement. Et ça représente, justement, on parlait d'Aura, là, tout début, là, avec les municipalités, mais régionalement, on est fiers que ces gens-là performent de cette façon-là et que c'est un peu tous nous autres aussi qui bénéficient de ce genre de... Alors, félicitations à monsieur pour ça. Là, je vais te poser une question. Toi, tu es un ténor de la politique. Là, tu connais tous les rouages. Tu as vu ça de l'intérieur, de l'extérieur. Là, moi, je ne sais pas si c'est une nouvelle, mais ça m'a quand même amené un questionnement. Là, on a Éric Girard qui a été élu pour la CAQ. Donc, lui, il est en train de constituer son équipe. Et là, on apprend qu'il va garder le bureau de comté d'Alexandre Cloutier, mais en plus, qui n'est pas du même parti, et en plus, il va garder son attaché politique, M. Michel Néron. Est-ce que ça se voit souvent, ça, ou c'est moi qui fais comme... Ça ne se voit pas souvent, mais je pense que là, ça va se voir de plus en plus pour une seule et bonne raison. C'est l'expérience politique, on l'a dit, là, l'expérience parlementaire et l'expérience politique des gens de la CAQ est très, très bas, est très faible. Ben oui, oui. Donc, c'est des nouveaux arrivés et des nouveaux qui doivent tout apprendre. Or, le fait de recourir à du personnel politique un peu plus d'expérience, ça va lui permettre de s'asseoir et de voir une opération de son mais il y a pas une question éthique ou je sais pas? Non, Non? pas nécessairement, non. Ben, je te dirais que nous, ici, on a la même affaire actuellement dans le comté de Roberval au niveau fédéral, alors que le personnel politique de Richard Hébert et du personnel qui ont toujours travaillé au niveau du Parti québécois. OK. OK? Et qui actuellement, et même qui a travaillé pour le Bloc québécois dans le temps, OK. et qui sont maintenant rendus avec... ils ne sont pas nécessairement rendus avec le Parti libéral. Je pense que ça se regarde au niveau de du travail et de parlementaires et de personnel attaché au travail parlementaire et d'organisation. Parce que c'est ton dans le bras comté. droit, ton attaché politique, là, Oui. c'est ton confident Oui, aussi. oui, c'est un gars qui travaille avec toi pour tant au niveau de la stratégie que de l'approche, que de faire la connaissance aussi des dossiers. Ça doit être qu'ils ont à particulier faire. pour quelqu'un de dire, bon, à go, là, tu changes un peu ta manière de penser. Non? Oui, oui. En fait, pas nécessairement ta manière de penser. Et quand là, tu fais... On le dit depuis, en tout cas moi, depuis plusieurs années que je fais cette émission. Et excuse-moi, on le dit depuis donc plusieurs années que le travail politique, une fois que tu es élu, oui, tu as un travail partisan qui se fait en chambre, mais tu as aussi un travail avec tes concitoyens Oui, et de terrain. Et ça, cette approche-là, elle se fait beaucoup plus d'humain à humain et non pas juste d'une approche caractère politique ou à ce niveau-là. Alors, c'est pour ça que je dis que le travail, oui, de quelqu'un qui est un attaché politique et qui est d'expérience peut amener et pas permettre à M. Éric de pouvoir avoir un travail peut-être plus efficace au début. Il y a un élément, par contre, aussi que ça dénote, c'est qu'au niveau de la CAQ, on le sait que l'organisation de la CAQ dans chacune des régions, en particulier, était quand même faible. Et ça dénote que, bon, on se doit d'aller chercher des gens un peu à l'extérieur pour se mener. Toi, Jules, est-ce que tu es un fan de sport? Oui et non. Oui et non. Est-ce que, tu sais, tu sais, les Olympiques, moi, je sais que je suis fan à peu près, là, un peu parce que je suis l'actualité, je suis un peu le sport, mais pas plus que ça. Mais les Olympiques, j'avoue que j'ai un petit... J'aime ça. On a une approche par rapport On a une à approche particulière. Ma question maintenant, là, on le voit, Jeux olympiques de Calgary, on est dans les villes finalistes pour recevoir les Jeux olympiques d'hiver de 2026. Ça, c'est quelque chose. Mais là, on a manqué... On a dit, ah non, finalement, il ne va plus parce qu'on n'a pas le financement. Il nous faut une entente. Là, il y a une entente tard hier. Mais ça reste qu'on va investir, écoute, des milliards d'argent public. C'est là où, des fois, je me pose la question, est-ce que ça en vaut la peine
d'investir autant d'argent? Est-ce que les retombées aujourd'hui, parce qu'on sait que c'est des coûts faramineux faire les Olympiques, est-ce que les retombées justifient ça? Et est-ce que l'argent public doit servir à ce genre de projet-là? Bon, il y a un élément. Pourquoi est-ce que c'est que ça coûte 3 milliards? OK? C'est qu'elle a les exigences du comité olympique De toutes pouvoir- les fédérations. et de toutes ces- par rapport à tes sites et l'organisation de tes sites sont tellement élevés que ça en est rendu que ça coûte des fortunes pour refaire des installations pour la tenue des Jeux olympiques. Ça, là, je pense qu'on aurait une très bonne réflexion, à se faire par rapport à ce type d'exigences-là. Oui, c'est correct. Je veux bien croire que la descente de ski, pas de ski, pardon, bobsleigh, le bobsleigh, oui, entre autres le bobsleigh, oui, ça t'exige d'avoir des installations. Mais pourquoi est-ce que ces installations doivent être à chaque Jeux olympiques différentes de où tu as eu ta performance habituellement qui t'a coûté tant, puis qu'aujourd'hui, si tu en refais un autre. Alors moi, là, je pense qu'il y a une très bonne réflexion, fort probablement, qui doit se faire, et les exigences donc du comité olympique et des diverses fédérations sont peut-être effectivement trop élevées. Et là, ça t'oblige à avoir donc des installations Puis aussi, différentes. au niveau de la sécurité aujourd'hui, c'est plus comme à l'époque. Là. Au niveau de la sécurité, il y a beaucoup d'investissements aussi. Là. Oui, qui sont maintenant. C'est ça qu'il faut regarder, je pense, là, au départ. Parce que 3 milliards, là, entre moi et toi, ouais, d'abord, là, pour tenir c'est quoi, c'est semaines. 14 jours, ouais, c'est ça. Semaines de party. Une compétition, je trouve ça énorme, là, pas ce qu'il y en a. Regarde, nous autres, quand on a fait les Jeux olympiques à Montréal en Grand 67. succès, très rentable. Oui, tu sais, on paye encore. Le stade olympique, oui. Donc, tu sais, il y avait 1,5 milliard, je pense que le fédéral s'apprêtait à donner 1 milliard, puis pas tout à fait 1 milliard, 800 millions. 800 millions. Non, c'est parce qu'on c'est pas manque 800 d'argent. 000 piastres, là. Non, mais c'est parce qu'on manque d'argent partout. Ah ouais. On fait des déficits en plus, des gros déficits en ce moment. Et là, on investit 3 milliards. Par contre, il faut aussi analyser la chose suivante. Depuis le début, quand on a parlé de Domiski, je ne veux pas croire Domiski puis les Jeux olympiques, On il y a pourrait peut-être peut-être une différence. regarder si Mais on peut pas on leur disait prêter quoi? On pourrait leur prêter notre mot. Est-ce que on parlait donc de Domiski en disant, pour conserver des activités à caractère de cette nature-là, oui, peut-être qu'on a besoin de fonds publics annuellement qui reviennent pour pouvoir aider. Or, oui, la tenue d'une activité sportive, je pense, a besoin de financement public pour se tenir, OK? Et ce financement public-là doit être considéré comme étant un investissement dans le développement d'une activité humaine et sportive. Je pense qu'on se doit collectivement d'intervenir dessus. Ça je maintiens que les deux éléments sont là. Alors, si on fait ça, est-ce qu'on est capable d'arriver et de dire qu'au lieu que ça te coûte 3 milliards, ça t'en coûte 2, je veux bien croire, là, on parle des Jeux olympiques, ça t'en coûte 2 parce que les fédérations ont dit, bon, bien, nos exigences, oui, sont telles, mais ils sont aussi telles qui peuvent se faire à des coûts moindres parce qu'on peut le faire de façon permanente. Il ne faut pas oublier que c'est des installations qui demeurent de façon permanente. Regarde ici, à Dolbeau-Mistassini, quand on a fait, dans les années 80, on a fait les Jeux du Québec. Ouais. On a construit ce qu'on a appelé un aréna de poche. Excusez. Mais oui. on avait besoin de ça pour pouvoir être en mesure d'accueillir les Jeux. Oui, on a reçu une aide financière pour pouvoir le construire. Aujourd'hui, on l'utilise à toute fin pratique. Bien, c'est ça, à toute fin pratique pas. Donc, c'est ça que ça permet de voir. Est-ce que tu comprends, les installations qui se doivent être construites pour les accueillir, oui, mais si la municipalité qui le fait ne peut pas les réutiliser après ou n'a pas de besoin de les réutiliser, est-ce qu'on les débâtit ou on les garde? On ça le voit devient entre plus autres du patrimoine. à Sochi, en Russie, qui est les jeux les plus chers de l'histoire. Toutes les infrastructures sont là, ils ne servent plus. Là. On a l'impression qu'on est à Tchernobyl, là, tellement le gazon pousse au travers. Non, mais c'est ça que je dis. Il faut que... Je pense qu'on a une réflexion à se faire
Et c'est pour ça que, oui, les Peut-être Jeux sur olympiques, ça les doit Jeux se tenir. olympiques aussi, ils devraient peut-être se faire une auto-réflexion. Là. Exactement. Parce que de plus en plus, ça coûte... Mais il y a de moins en moins de villes, entre autres, qui postulent. C'est de plus en plus ça. difficile d'avoir C'est des ça. Olympiques. Ben oui, parce que, écoute, 3 milliards, là, c'est un peu d'argent, ça. Non, mais c'est parce que moi, Pour mon, 14 moi, là, jours. ma réflexion, c'est que si le gouvernement est prêt à investir 3 milliards à Calgary, pourquoi on ne ferait pas les Jeux olympiques ici au Saguenay? Là? Ben oui. Hein? Ben Non, oui. mais ben si oui. c'est pas nous autres qui payent, mon Dieu. C'est ça. Why not? C'est ça. C'est ça. Hey, merci beaucoup, Jules, d'avoir... Hey, non, j'ai encore un petit peu de temps. Je regarde ça, j'ai encore un peu de temps. Je te laisse le choix. Tu as plus le goût de parler de la tuerie à Pittsburgh, la tuerie antisémite, ou de l'élection de Bolsonaro au Brésil? Regarde, envoie-nous donc aux États-Unis. Oh, on s'en va aux États-Unis, on va aller à Avec mon ami, Pittsburgh. M. Trump. Ouais, parce que là, tuerie à Pittsburgh, une tuerie antisémite, ça fait longtemps qu'on n'avait pas nécessairement vu ça. Là. On parlait de genre de tuerie. Les tueries, on en parle souvent aux États-Unis. C'est quoi ton analyse? Ben, c'est parce que je pense qu'il faut la regarder aussi, qu'on le veuille ou non. Oui, il y a une question là, d'antisémitisme qui entre en ligne d'accord, mais il faut aussi le regarder avec ce qui s'est passé avec dans le cadre de l'élection, où est-ce qu'on a envoyé des petites bombettes Oui, c'est vrai. auprès Il y a des bombes par la poste à démocrates, ouais. c'est ça, à CNN, puis tout ça. Je pense que ça s'inscrit un peu là-dedans, Oui. et ça s'inscrit dans le fait que, oui, il y Des a mouvances actuellement extrême droite aux États-Unis. un climat social, et je ne dis pas politique, un climat social aux États-Unis qui origine du politique et qui est plus que malsain. On est en train actuellement, OK, de se faire de l'élimination à l'intérieur même des États-Unis. Et il ne faut pas oublier Trump là-dedans. Je pense qu'il en est, oui. Hier, on disait, est-ce qu'il est responsable directement ou indirectement? Il est responsable. Point final. Pointe à la ligne. Ça trouve bien pas de bon sens de dire des âneries puis des choses, puis être cru. Le problème, c'est qu'il y a des Américains qui le croient. Ouais, ben, Ça, là, ouais, mais c'est épouvantable. ouais. Merci beaucoup. J'aimerais juste rappeler que les États-Unis sont nés d'une guerre civile. Bon, là-dessus, merci d'avoir été les nôtres. Merci, M. Jules Simard, de nous avoir éclairé de votre sagesse légendaire et reconnue à travers les galaxies. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Passez une belle semaine et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Qu'en pensez-vous? Bonne semaine.